C'est parti. Donc effectivement, je m'appelle Rémi Forax et aujourd'hui on va parler des stable values. Donc rapidement, moi je suis maître de conférence à l'université Gustave Eiffel et je suis aussi enseignant à l'ESSIE Paris dans une filière qui s'appelle Design, Architecture et Développement. Donc si vous avez de la taxe d'apprentissage et que vous ne savez pas quoi en faire, nous on prend et on vous garantit que ça sera utilisé pour les machines des étudiants. Donc je suis pas trop là en tant qu'enseignant, je suis plutôt là en tant que chercheur, parce que je fais partie des gens qui fabriquent les specs de Java. Donc j'ai fabriqué par exemple les lambda, les records. Alors c'est pas moi que tout seul qui ai fait ça, hein. La plupart du temps c'est un groupe de 10-12 personnes. Et donc aujourd'hui je vais vous parler des stable values, qui est quelque chose qui va arriver dans Java 25. Bien, alors Euh, ce que je vais essayer de répondre là aujourd'hui, c'est à deux questions. La première question, c'est quoi l'initialisation paresseuse? Ah oui, comme je suis paresseux, mes slides ils sont en anglais. Ça m'évite après quand je fais d'autres conférences. Mais je parlerai en français. Et donc voilà, alors on va parler d'initialisation paresseuse et après, dans un second temps, d'initialisation de constante, toujours de façon paresseuse. Je vous ai mis le lien sur un repo GitHub où il y a les slides et l'ensemble de tous les démos que je vais faire en fait. Donc, partie 1, c'est quoi l'initialisation paresseuse en Java? D'accord. Donc en fait, c'est quoi l'initialisation paresseuse même dans tous les langages? L'idée, c'est celle-là, il y a un certain nombre d'initialisations qu'on ne veut pas forcément faire au démarrage du programme, euh, parce que bah, ça peut coûter cher, que ça soit en termes d'exécution ou en termes de stockage en mémoire. Et en fait, on ne veut faire cette initialisation que si le programme a besoin des données qu'on va initialiser. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'initialisation paresseuse. C'est le fait de reculer l'exécution le plus tard possible, c'est-à-dire au moment où on en a besoin. Donc voilà un exemple de code euh, voilà, le plus simple possible pour avoir une initialisation paresseuse. Donc ici, j'ai une classe que j'ai gentiment appelée MyClass, qui a un champ DB qui contient un lien vers une base de données. On va supposer qu'une base de données, c'est un gros objet avec énormément de champs et que en plus, c'est quelque chose qui coûte cher à initialiser, qui demande beaucoup de calculs pour pouvoir être initialisé. Et donc, on ne veut pas initialiser ce champ DB ici lorsque l'on instancie un objet de la classe MyClass. On ne veut l'initialiser que lorsque on demande l'objet database. Donc bien sûr ici je mets champ en privé parce que je sais coder en Java. Et ici je vais avoir un beau getter public qui me permet d'obtenir ma base de données. Et donc ce que je vais faire, c'est regarder est-ce que mon champ DB il a été initialisé ou pas. S'il a déjà été initialisé, bah, je le renvoie. Et sinon, bah, je vais créer mon objet base de données avec tous les champs qu'il faut et je vais renvoyer, enfin, je vais stocker ce truc-là dans le champ et c'est ça que je vais renvoyer. Donc, en fait, la première fois que j'appelle getDatabase, ça va m'initialiser mon objet database. Sinon, tant que j'ai pas appelé getDatabase, mon objet n'est pas initialisé. L'autre chose, c'est si je redemande un getDatabase, dans le futur, je renvoie l'objet que j'avais déjà initialisé. Alors, comme on voit, le code, il n'est pas terrible. Alors, il y a deux façons de le voir. Soit on le sait déjà, soit c'est parce que c'est marqué en rouge en haut, là. Le code, il n'est pas terrible parce que on a des problèmes de concurrence avec ce code-là. Si j'ai plusieurs threads qui essayent d'exécuter getDatabase en même temps, j'ai deux bugs qui peuvent arriver.
Il y en a un qui est assez embêtant. Donc, ce qui peut se passer, c'est que en fait, j'ai deux threads. Que ma première thread, elle arrive ici, elle fait est-ce que DB est nul? Ah oui, DB est nul. Donc, je commence à exécuter le code qui est là. Mais je suis déschedulé et c'est une autre thread qui prend la main. Et mon autre thread, elle fait aussi un get database. Et donc, elle va bien créer la base de données. Et en fait, ma première thread, quand elle revient, bah, elle crée aussi un objet database. Donc finalement, si j'ai deux threads, bah, je peux avoir deux objets database. Donc j'ai un peu perdu l'esprit de l'initialisation paresseuse, qui est je devrais avoir qu'un seul objet database, je devrais pas en avoir deux. Donc ça, c'est un premier problème. J'ai un autre problème qui est encore plus embêtant. C'est que je peux publier l'objet database pas fini d'être initialisé. Donc, je vais vous expliquer le deuxième point. Mais voilà, si je prends ce code-là, malheureusement, ne marche pas. J'ai des problèmes de concurrence, de multithreading. D'accord? Je peux créer plusieurs database objects et je peux avoir mon objet database qui n'est pas complètement initialisé. Alors, souvent, cette deuxième chose, c'est quelque chose qui est moins connu du grand public. Donc, je vais expliquer un peu plus en détail quel est le problème et qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ça peut arriver? Que en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'une thread crée l'objet et qu'une autre thread voit l'objet, alors que l'objet n'est pas fini d'être initialisé par la première thread. Donc en fait, je risque de voir des champs de mon objet database qui sont pas encore initialisés. Ça crée des null pointers, par exemple. Donc j'ai écrit en pseudo-assembleur ce qui se passe quand je fais new database. En fait, quand on fait new database, techniquement, on va d'abord allouer l'objet en mémoire. C'est mon new qui est ici, là. J'écris en pseudo Java, là, j'écris pseudo assembler. C'est pas du vrai Java, parce que normalement, on écrit new database et c'est une seule instruction Java. Mais si on regarde en assembler ce qui est généré, en fait, on a plusieurs instructions, puisqu'on va avoir le new, puis après, on va avoir l'exécution du constructeur, donc qui initialise l'ensemble des champs. Et à la fin, on a notre objet DB qui est initialisé en fait avec le pointeur temporaire qu'on avait utilisé ici. Donc ici, lors de mon initialisation, je fais plusieurs écritures en mémoire. Et la question, c'est est-ce que ces écritures en mémoire, elles peuvent être réorganisées? C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai écrit ce code-là dans mon constructeur dans cet ordre-là, que forcément pour mon processeur, il va exécuter les choses dans le même ordre. Bah, ça touche des champs qui sont différents, donc il y a des endroits de la mémoire différents. Et je peux par exemple avoir des données qui sont déjà dans le cache, alors que les autres données sont pas dans le cache. Donc je peux avoir ce genre de problème-là. Techniquement, ça dépend de deux choses. La première chose dont ça dépend, c'est sur quelle machine on tourne. Si j'ai un Intel ou un AMD, c'est des machines qui sont dites TSO pour Total Store Order. C'est des machines qui vont garantir que mon code assembleur, quand il est exécuté, le CPU ne peut pas réorganiser les écritures. Il ne peut pas réorganiser les stores. Il ne peut pas réorganiser les différentes écritures. Donc si dans mon assembleur, j'ai mes écritures de mes champs dans un certain ordre, j'ai la garantie que ça sera bien exécuté par mon CPU dans cet ordre-là. C'est le cas des Intel et des AMD, mais c'est pas le cas des ARM. D'accord? Là, moi, je suis sur un laptop qui est un Mac M2. Le processeur, c'est un ARM. ARM utilise une architecture qu'on appelle plus faible, weak. Et dans ce cas-là, mon modèle de mémoire, en fait, mon CPU a le droit de réorganiser les écritures. On a le droit de réorganiser les écritures au niveau des CPU parce que globalement, ça consomme moins de mémoire de faire ça. C'est plus efficace de faire ça. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Java, euh, comme on veut que Java puisse s'exécuter sur n'importe quelle machine,
Java a, lui, son propre memory model. C'est-à-dire que si moi j'écris en Java, pas en assembleur, mais en Java, alors le modèle de Java me donne un certain nombre de garanties. Et le modèle de Java me dit, je permets la réorganisation des écritures. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'écris en Java mes écritures sur les champs, ça ne veut pas dire, d'accord, que ça va s'exécuter dans le même ordre dans lequel j'écris mes champs. Une thread, elle va pas voir les réécritures. Mais par contre, si une autre thread regarde la mémoire alors qu'il y en a une qui est en train d'écrire, cette autre thread peut voir l'ordre dans lequel les champs sont réécrits. D'accord? Ça veut dire quoi en Java? Ça veut dire que en Java, quand je prends mon code Java, ou plutôt quand la machine virtuelle prend le code Java et qu'elle le transforme en code assembleur, le JIT, qui est la partie de la machine virtuelle qui transforme le code en code assembleur, il a le droit de réorganiser les écritures. Donc même si je suis sur une machine Intel où mon CPU réorganise pas les écritures, comme de toute façon j'utilise la plateforme Java qui est un JIT, le JIT peut lui-même réorganiser les écritures. Alors il y a des bonnes raisons pour réorganiser les écritures, c'est pour en faire moins. Par exemple, si j'écris deux entiers, c'est plus efficace d'écrire un seul long au lieu de deux int. Donc je peux grouper en fait les écritures pour en faire moins. Donc c'est une des raisons principales pour laquelle le JIT va réorganiser les écritures. Mais ça veut dire que quand on lit du code, le code qui est exécuté au niveau du CPU, d'accord, c'est pas le code dans l'ordre dans lequel on écrit le code Java. On peut avoir des réorganisations. Si je veux pas avoir de réorganisation, il faut que j'utilise ce qu'on appelle des memory fence, des sortes de barrières mémoire. Et pour ça, je peux utiliser des blocs synchronize, le mot-clé final et le mot-clé volatile. Donc voilà un exemple où je peux utiliser un bloc synchronize pour résoudre mes deux problèmes de concurrence. Je vais résoudre mon problème de je crée pas plusieurs bases de données parce que ici, ah, il y a un petit bug dans le slide. Pardon, database. Hop, vous avez rien vu. Donc ici, je vais mettre mon mot-clé synchronize. Synchronize, ça empêche que deux threads exécutent le code en même temps. Donc ma première thread qui arrive dans le bloc synchronize, elle va pouvoir exécuter. Et ma deuxième thread, elle va pas pouvoir exécuter. Et ça va faire que, en fait, je crée ma base de données qu'une seule fois. Même si j'ai plusieurs threads, je vais créer ma base de données plusieurs fois. L'autre chose que fait le block synchronize, c'est de garantir que quand on lit un champ ici, le champ a bien, et si le champ il a été écrit à la fin du synchronize, on aura bien toujours la bonne valeur bien initialisée. Ça veut dire qu'en fait, quand on sort d'un synchronize, on a la garantie qu'on a écrit tous les champs, ce qui fait que quand on re-rentre, quand une autre thread re-rentre dans le synchronize, elle voit bien tous les champs initialisés. Donc en fait, mes deux problèmes que j'ai, le fait qu'on puisse créer plusieurs databases et le fait qu'on puisse voir une database pas finie d'être initialisée, ces deux choses-là sont résolues par mon mot-clé synchronize. Donc youhou, j'ai résolu tous mes problèmes. J'ai un vrai problème. Donc j'ai fait les tests de perf sur ma machine ici. C'est que si j'exécute ce code-là, entre accéder à un champ qui est juste déclaré final, c'est mon truc en vert ici, et accéder de façon lazy en utilisant un synchronize, bah, au lieu que ça prenne 0,3 nanosecondes, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose, bah, ici je suis à 5 nanosecondes. Alors on peut se dire 5 nanosecondes, c'est pas si énorme que ça. Ça dépend si vous utilisez énormément le- le- le champ initialisé de façon paresseuse ou pas. Si par exemple vous commencez à initialiser ce champ paresseux dans une boucle, vous allez voir des différences de performance. Donc on a un moyen de résoudre ce problème-là, ce problème de performance. C'est ce qu'on appelle le double check locking. Donc c'est un design pattern qui est relativement vieux. Il a été inventé en C++, je dirais à la fin des années 90, peut-être même un peu, même peut-être plus proche de 95 que la fin des années 90. Et c'est un pattern qui va en fait permettre d'alléger
On va toujours utiliser un synchronize, mais on va écrire un code qui va permettre que ça soit plus efficace en termes d'exécution. Donc si on regarde par rapport au code précédent, j'ai le même bloc synchronize qu'avant. Ce que j'ai rajouté, c'est un test. Est-ce que DB est pas nul au démarrage? L'idée, c'est je ne rentre pas dans le bloc synchronize si je vois déjà que mon champ DB a été initialisé. Donc j'ai toujours besoin de mon synchronize pour pas avoir plusieurs threads qui font l'initialisation en parallèle. Mais par contre, dans le cas où mon DB est déjà initialisé, alors je peux retourner. Le problème de ce code-là, c'est qu'il marche pas. On a un petit bug, c'est que ce programme-là, écrit comme ça, il peut toujours envoyer un objet DB qui n'est pas complètement initialisé. Parce que les écritures que je fais ici, cette écriture-là, elle peut être réorganisée avec les écritures des champs. Et donc, elle peut être remontée et arriver plus tôt que l'écriture des champs. Ou si vous préférez, l'écriture des champs peut être descendue par rapport à cette écriture-là. Et donc, au moment où je vois que mon DB, il n'est pas nul ici, les champs sont peut-être pas finis d'être initialisés. Donc ici, j'ai toujours le bug que je peux renvoyer un objet database qui n'est pas fini d'être initialisé. Donc c'est ce qui est marqué dans cet article-là, qui est un article qui date de 2004, qui dit qu'il faut faire attention au double check looking, que si on l'écrit juste comme ça, alors on risque d'obtenir des objets qui ne sont pas finis d'être initialisés. La façon dont on résout le problème, c'est de garantir que en fait cette écriture-là, ici, elle forme une sorte de barrière mémoire et que les écritures qu'on a fait avant, elles peuvent pas passer derrière la barrière mémoire. Donc on va pouvoir dire, cette assignation ici, je veux que ça fasse une barrière mémoire pour faire ça. Alors on a deux façons de faire cette barrière mémoire. Soit on dit, mon champ ici, DB, je vais le marquer volatile. Volatile, ça va entraîner une barrière mémoire. C'est à ce à quoi sert le mot-clé volatile. En fait, il garantit que toutes les écritures qui sont écrites avant vont être exécutées avant l'écriture volatile qu'on a ici. Donc c'est la première façon de faire. L'autre façon de faire, c'est de déclarer tous les champs de database final. Parce que si j'ai un champ qui est déclaré final, alors il a la garantie d'être initialisé avant l'assignation qui est ici. Alors pareil, hein, c'est marqué dans le memory model de Java, dans la spec de Java, c'est marqué que final a cette propriété-là, que si on initialise un champ final, on est sûr qu'il est initialisé avant l'assignation de l'objet qu'on est en train de renvoyer au niveau du new d'un constructeur. Globalement, ça veut dire que l'initialisation des champs finales, elle se fait avant que le constructeur sorte, avant la fin du constructeur. Voilà. Donc soit je mets mon mot-clé volatile ici, et dans ce cas-là, ça marche avec n'importe quel objet database, même des objets database qui sont mutables. Soit je sais que mon objet database, il n'est pas mutable, que c'est un record ou que c'est une classe qui initialise l'ensemble de tous ces champs finales, auquel cas, je n'ai pas besoin du mot-clé volatile. Le fait que ça soit final est suffisant. Donc, c'est mes deux façons de faire le double check locking qu'on trouve la plupart du temps dans les codes. Alors, bien sûr, c'est un code assez compliqué et on a le problème que c'est relativement facile de faire des bêtises avec. Entre autres, on sait que c'est un code relativement compliqué parce que les LLM sont très mauvais dessus. En termes de performance, si je reprends mon lazy double check locking ici, j'ai des performances qui sont pas celles de j'ai juste un champ final, hein, parce que je paye quand même l'initialisation lazy, je paye quand même les checks que je fais, d'accord? Mais j'ai quelque chose qui est quand même beaucoup plus raisonnable en termes de performance qu'une performance si j'utilisais juste le bloc synchronize. Donc je ne sais pas si vous faites du Scala ou du Kotlin, mais en Scala, j'ai un mot-clé qui s'appelle lazyval qui me permet de définir un champ lazy. Et techniquement, si je regarde ce qui est fait, ça utilise le double check locking. De la même façon, si j'utilise les lazy de Kotlin, ça va utiliser le double check locking. Le truc, c'est qu'en Java, on n'a pas de mot-clé lazy. Et donc, c'est pour ça qu'en Java 25, on veut introduire les stable values.
Alors techniquement, on ne veut pas introduire un mot-clé particulier. Peut-être que dans le futur, on ajoutera un mot-clé, mais d'abord, on va le faire sous forme d'API pour être sûr que tout le monde est d'accord, que c'est bien la bonne sémantique et ainsi de suite. Et peut-être que dans le futur, on ajoutera un mot-clé lazy pour ça. Mais dans un premier temps, on essaye de faire les choses au niveau des API, parce que c'est toujours beaucoup plus facile de le faire au niveau des API, euh, parce que voilà, c'est plus facile de ne pas se tromper. Parce que au pire, une API, s'il n'est pas bonne, bah, les gens ne l'utilisent pas, on la marque deprecated et c'est fini. Un truc dans le langage, un mot-clé dans le langage, on ne peut pas le marquer deprecated. On ne peut pas déprécier un mot-clé du langage. Donc, on va introduire une nouvelle classe dont le but est de faciliter l'initialisation lazy. Ah, d'accord. Donc, on veut faire la même chose que le double check locking, mais au lieu que ça soit au développeur de le faire, on veut que ça soit la classe stable value qui le fasse. Donc, c'est une API qui est en preview. L'idée, elle est à peu près celle-là. On voudrait que ça soit aussi rapide que le double check locking. D'accord. Techniquement, on aimerait même faire mieux. On aimerait bien que ça soit aussi rapide que si on avait des champs finales. Donc, je vais vous faire juste une petite démo. Je vais prendre mon IntelliJ ici. Et donc, ici, j'ai le code du double check locking. Et je vais transformer ce code-là en utilisant des stable values. Donc, si j'utilise des stable values, en fait, l'idée, c'est le seul truc ce que j'ai besoin, c'est juste de créer un objet stable value. Alors, techniquement, je ne vais pas créer un objet stable value. Je vais créer, en fait, un supplier qui va être initialisé par un stable value. Donc, ce que je vais créer, c'est un supplier. Alors, moi, ici, je vais faire un supplier de database. Et puis, je vais l'appeler supplier parce que je ne suis pas bon en nommage. Et donc, je vais demander à mon stable value ici, s'il te plaît, donne-moi un supplier ici. Alors, c'est quoi un supplier? Conceptuellement, hein, c'est juste une fonction qui renvoie une valeur. Et donc ici, je vais dire comment j'initialise mon supplier. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que je vais créer un objet qui est une fonction qui renvoie une valeur. Et pour l'initialiser, je vais l'initialiser avec database. Donc, globalement, ce que je fais ici, c'est que je lui dis, donne-moi un supplier qui, la première fois qu'il l'est appelé, la première fois qu'il y a un get qui est fait, ça initialise la base de données. Et pour tous les get successifs suivants, ça renvoie la valeur qui a déjà été initialisée. Donc ici, la lambda que je lui envoie, elle va être appelée une seule fois, la première fois qu'il y a une des threads qui veut initialiser les choses. Notez que mon stable value supplier, c'est lui qui fait toute la magie, qui fait la gestion des threads et ainsi de suite, pour garantir que mon objet database, il est initialisé qu'une seule fois et que j'ai pas un objet qui est à moitié initialisé. D'accord? Alors techniquement, on peut faire un peu plus fancy, c'est ce que me dit IntelliJ, c'est qu'on peut écrire le code comme ça, mais ça fait exactement la même chose. Donc, c'est la façon la plus simple de créer un stable value. Techniquement, si on réfléchit un petit peu, c'est pas la meilleure façon. Donc, c'est la façon la plus simple en termes d'API, mais je dois quand même créer une lambda ici, ou une méthode référence. Mais une méthode référence, c'est une sorte de lambda. Ici, donc, je dois quand même créer un objet qui correspond à ma lambda. C'est pas terrible. J'aimerais bien avoir une API qui me permet pas de créer un objet. Donc j'ai une autre API au niveau des stable values. J'ai une API qui est un peu plus bas niveau et qui malheureusement me permet de faire des bêtises, mais par contre m'évite d'initialiser ma lambda à cet endroit-là. Donc comment ça marche? Au lieu de créer un supplier, je vais créer un stable value de database. Stable value, voilà, très bien.
Et cette fois-ci, je vais juste initialiser mon stable value. Et par contre, à cet endroit-là, je vais utiliser or else set. Et c'est ici où je vais indiquer, s'il te plaît, j'aimerais bien initialiser ma base de données. Alors, qu'est-ce que ça change? Bah, en termes d'initialisation, ici, j'initialise plus l'objet correspondant à ma lambda. Donc, j'ai gagné un petit peu. Mais par contre, en tant que développeur, maintenant, il faut que je fasse attention qu'à chaque fois que j'utilise mon objet stable value, faut que je fasse un or else set parce que sinon ça risque de renvoyer un objet qui n'est pas initialisé. Alors techniquement, ça renverra jamais un objet qui n'est pas initialisé, ça plantera avec une exception. Mais voilà. Donc, faut être un peu plus responsable en tant que développeur et faire attention à utiliser correctement le pattern. Mais dans ce cas-là, c'est la première fois où je vais exécuter ce code-là qui va initialiser la lambda, enfin l'objet correspondant à lambda, avant de l'appeler. Donc, je gagne un tout petit peu en termes de performance. Pareil, je peux remplacer ce code-là par ça. Voilà, donc c'est les deux grandes façons d'utiliser stable value. C'est pas très très compliqué, puisque le but de cette API-là, c'est justement de faciliter et de pas avoir à écrire le double check locking qu'on serait obligé d'écrire sinon en Java. Voilà, donc on a une API au niveau où on va utiliser stable value.supplier et on a une API un peu plus bas niveau où on va utiliser le stable value.off et faire un or else get au niveau du moment où on demande quelle est la valeur. Si on regarde en termes de performance, c'est quoi la différence entre les trucs? C'est un peu supérieur au double check locking. Donc malheureusement, ça veut dire qu'on n'a pas complètement gagné et que c'est pour ça que stable value, c'est en preview et qu'il va falloir améliorer les choses. Donc le code est un peu plus lent que un double check locking. Techniquement, il est un poil plus rapide si on n'utilise pas le supplier mais le stable value. Là, le stable value et le or else set. D'accord? Mais il n'y a pas une énorme différence. À noter qu'on est en train de calculer des dixièmes de nanosecondes. Ça commence à être vraiment petit entre les deux. Donc c'est pas très intéressant. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ça coûte quand même beaucoup, beaucoup moins cher qu'utiliser un bloc synchronize. Donc on a maintenant une API qui est plus simple à utiliser que le double check locking, qui est plus rapide que les blocs synchronize, mais par contre on est loin des perfs d'un champ final. Si on regarde hein, les perfs d'un juste un champ final, c'est 0,3. Donc on est un peu loin des perfs d'un champ final, et on est même un peu loin des perfs, enfin on n'est même pas au niveau des perfs du double check locking. Donc on sait qu'on doit travailler sur ce truc-là, d'accord? L'API, elle est en preview pour ça, parce qu'on veut montrer l'API et est-ce que les gens ils sont confortables avec cette API-là, même si en termes d'implémentation, clairement, c'est pas fini. Le deuxième point que je veux aborder dans cette présentation, c'est comment on fait pour initialiser des constantes de façon lazy. Donc, non pas des champs normaux, mais des champs qui sont statiques finales. Donc, avant de parler de l'initialisation des constantes, je voudrais revenir un peu sur les constantes en Java, qu'est-ce que c'est et comment ça marche. Donc, quand j'écris system.out.println 42 ou system.out.println à my constante, est-ce que c'est des constantes ou pas? Bah ça, c'est relativement facile, il suffit d'aller regarder le bytecode et vous verrez que le bytecode, bah, j'ai directement ici une instruction qui me dit mets 42 sur la pile. Ou ici, j'ai une autre instruction qui s'appelle LDC pour l'autre constante qui me dit mets cette chaîne de caractères-là sur la pile. Donc si j'utilise des constantes en Java, oh magie, je vois que dans mon bytecode produit par JavaC, c'est bien des constantes. Jusqu'ici, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe si je déclare des statiques finales? Alors notez, je déclare les statiques finales et je mets des égales ici. Donc qu'est-ce qui se passe si je déclare un statique final et que je dis que c'est 40 plus 2 ici?
où je déclare une string et que je fais un égal ici. En fait, quand je compile, je peux me voir que le compilateur, il est suffisamment intelligent pour directement remplacer la constante que j'ai mis ici, bah, directement par la constante. C'est-à-dire, il a remplacé le magic qui était là par 42, ou il a remplacé le string qui était là par I am, am I a constant, ici, directement. Donc en fait, si j'ai un statique final qui est un type primitif ou une string, et que je l'initialise directement en faisant un égal ici, c'est magique. Je paye pas, j'ai pas de coût de performance par rapport à écrire directement une constante. D'accord? Donc j'ai aucune raison d'avoir des constantes magiques dans mes programmes. Je peux les nommer avec des vrais noms et arriver à faire en sorte que je relise mon code 3 mois plus tard. D'accord? Donc les constantes en Java, c'est des statiques finales. Ça marche pour les primitives et pour les strings. Si j'ai des additions, c'est-à-dire toutes les opérations de base sur des constantes, elles seront faites automatiquement par le compilateur. C'est pas le cas dès qu'on a un appel de méthode. Si je fais un appel de méthode ici, alors ça sera plus une constante pour le compilateur. Qu'est-ce qui se passe si j'initialise la constante dans mon bloc statique maintenant? J'ai un bloc statique de code et j'initialise ma constante directement dans le bloc statique. En fait, je vois que si je regarde le code généré, c'est plus une constante pour le bytecode. Le bytecode, il fait un get statique, donc il va chercher la valeur statique directement. Alors on peut se dire, mais ça veut dire que c'est moins efficace de faire ça? Bah non, parce qu'en Java, on a toujours un système à double truc. On a le compilateur d'un côté et on a le JIT de l'autre. Et en fait, cette constante-là, c'est pas une constante pour le compilateur, mais par contre, c'est une constante pour le JIT. C'est-à-dire que c'est une constante à l'exécution. C'est pas une constante dans le code, c'est une constante à l'exécution au moment où on transforme le code en code assembleur. C'est-à-dire que c'est pas une constante pour l'interpréteur, mais c'est une constante dès que le code est transformé en code assembleur. Et donc, que j'utilise mon magic comme ça, comme constante du compilateur ou dans un bloc, si j'exécute mon code suffisamment souvent, donc ici mon outil de benchmark, il exécute suffisamment souvent, je vois que ma constante elle soit définie dans un bloc statique ou que ma constante elle soit définie directement par un égal, ça fait exactement, j'ai exactement les mêmes performances. Donc en fait en Java, on a la notion de constante pour le compilateur et la notion de constante pour le JIT. Et en termes de performance, les deux, bien sûr, sont équivalentes. Autre question. Si j'ai un champ personne ici qui est une constante, ici, mon champ, c'est une constante, est-ce que le nom de la personne, ici John, c'est une constante? Si j'écris person.name, est-ce que c'est une constante pour le JIT? On sait que c'est pas une constante pour le compilateur parce que ça, c'est transformé en un bloc statique. La question, c'est est-ce que c'est une constante pour le JIT? Et je me pose la question, est-ce que c'est une constante si jamais je déclare final et que c'est une classe personne, ou est-ce que j'utilise un record? À noter que je sais que si c'est pas final, ça ne sera pas une constante, hein. Et bizarrement, si c'est un record, alors c'est une constante. D'accord? Donc si j'ai un objet qui est constant et que c'est un record, alors tous les champs sont des constantes. Tous les champs du record sont des constantes. Mais c'est pas le cas pour les classes. Ce qui est assez bizarre, hein, parce que c'est à peu près la même chose. Une classe, si elle a des champs finales, ça devrait être la même chose qu'un record. Pourquoi on a ça? Principalement à cause d'Hibernate. Parce qu'au moment où la spec de JPA elle a été créée, ou même les specs des EJB à l'époque, si vous êtes vieux et que vous avez des cheveux blancs, c'est des specs qui permettent que le Hibernate, basiquement, change les valeurs des champs finales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme Hibernate, il peut changer les champs finales des classes, la machine virtuelle ne peut pas les considérer comme des constantes. Bien sûr, c'est un bug d'Hibernate plus qu'un bug
de performance, mais pour l'instant, la machine virtuelle considère que Hibernate a raison. Notez qu'on a une JEP en draft. J'adore le titre de cette JEP qui dit Prepare to make final mean final. Ça veut dire que dans le futur, on sait que les champs final de Java vont vraiment dire final et donc ça sera considéré après comme des constantes et ça veut dire que Hibernate plantera l'exécution si jamais vous êtes suffisamment idiot pour mettre des champs final dans vos entities de JPA. Donc faites pas ça. Notez que pour l'instant, elle est juste soumise, elle n'est pas acceptée, elle n'est pas liée à une version particulière du JDK. C'est juste qu'on sait que dans le futur, on ne peut plus accepter que bah, les gens y déclarent final et que réellement à l'exécution, ça ne soit pas final. Même question avec une liste. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une array list, je fais un list.add et que je stocke cette array list dans mon champ ici qui est une constante? Ou qu'est-ce qui se passe si je fais un list.off et est-ce que quand je fais un get first sur ma liste, alors j'obtiens une constante? Là, les réponses, elle est plus facile à voir. ArrayList, c'est mutable, donc ça veut dire que je peux changer l'élément de la liste, donc c'est pas une constante. Mon list.off, il est non mutable, donc ça sera une constante. Et donc on peut le vérifier assez rapidement. Si c'est une ArrayList, ça prend plus de temps que si c'est directement une constante. D'accord. Donc notez, quand on a des constantes en Java, en fait, comme les classes, elles sont chargées de façon lazy, on a déjà plus ou moins une initialisation lazy des constantes. D'accord? Les classes en Java, c'est pas comme en C++. En C++, les classes, elles sont initialisées au début du programme. En Java, c'est la première fois qu'on utilise une classe ou un objet d'une classe. Alors, dans ce cas-là, il va faire l'initialisation des constantes. Donc, le bloc statique, il n'est pas exécuté au démarrage du programme. Il est exécuté la première fois qu'on a besoin d'un objet de la classe. Donc, ça veut dire qu'on a déjà une sorte d'initialisation lazy en Java. D'accord? Mais ça n'empêche que mon initialisation, elle peut être lente. Ça n'empêche que voilà, je peux initialiser des gros objets. Je peux aussi avoir le problème de librairies qui utilisent des façades. En règle générale, quand j'ai une façade, bah, je veux, juste pour des utilisateurs, que ça soit facile pour mes utilisateurs d'utiliser différentes méthodes. Même si ces méthodes-là, par exemple, elles utilisent des constantes différentes. Et peut-être que mon utilisateur, il n'utilise qu'une partie de ma façade et que finalement, je suis quand même obligé d'initialiser l'autre partie des constantes qui servent à une autre partie de ma façade. D'accord? Donc, c'est une des grosses raisons pour lesquelles en Java, on se retrouve quand même à faire de l'initialisation lazy. On n'en a pas besoin partout, hein, parce que par défaut, les classes sont initialisées de façon lazy en Java. On a besoin vraiment quand on commence à avoir d'une initialisation qui coûte vraiment cher, ou quand on commence à avoir énormément de champs, parce que l'objet il sert à plusieurs choses différentes. Donc, ce qu'on voudrait avoir, c'est des stable value statiques finales. Donc là, je vais vous montrer comment on utilise des stable values statiques finales et on va voir qu'on a deux API qui permettent de faire en fait un petit peu plus que ce qu'on fait habituellement. Donc ici, je suis dans un contexte statique. Je veux définir une constante. Je peux le faire très facilement de cette façon-là. Ça va me définir une constante directement. Donc je peux le faire ça avec ça. Je peux le faire avec un supplier aussi, avec exactement de la même façon qu'on a vu. Je peux le faire aussi sur des listes. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ici, je peux lui donner une liste. Alors bien sûr, ça va devenir une liste ici. Et donc par exemple, je vais faire un get first. Et donc en fait, je peux indiquer une liste. Donc par exemple, une liste avec 10 éléments. Et je vais dire, voilà comment on fait pour initialiser mon ième élément. Alors peut-être que je vais pas renvoyer un objet database à chaque fois, mais c'est juste pour comprendre comment marche l'API. Mais ça veut dire que, en fait, je peux initialiser de façon lazy l'ensemble de tous les éléments d'une liste, pourvu que je connaisse quelle est la taille de la liste.
Donc ça commence à être vachement intéressant. Ça veut dire que même quand j'ai une liste d'éléments, je suis pas obligé de préinitialiser l'ensemble de tous les éléments. Il faut juste que pour un élément i, c'est-à-dire pour le i index, je sache comment l'initialiser. Et quand je vais demander ici, par exemple, le troisième élément, ce qui va se passer, c'est ça va aller regarder est-ce que l'élément il a déjà été calculé. S'il a déjà été calculé, il va être envoyé. Et sinon, on appelle la lambda avec i ici qui vaut 3. Donc je peux avoir des listes comme ça. L'autre chose que je peux avoir, c'est des maps. Et maps, je vais indiquer l'ensemble des clés qui sont possibles. Donc par exemple, Toto et Titi. Et dans ce cas-là, ici, je reçois la clé qui m'intéresse. Alors, si je dis que c'est une liste alors que c'est une map, ça marche pas bien. Ah, comme ça. Et donc ici, je vais pas envoyer 3, mais par exemple, je vais envoyer un get de Titi de cette façon-là. Donc je peux faire ça avec des listes et je peux faire ça avec des maps aussi. Alors pour que les maps marchent bien, il faut que ça soit aussi des constantes. C'est-à-dire qu'il faut que mes clés soient elles-mêmes des constantes. Ici, c'est des chaînes de caractères. Très bien. Les chaînes de caractères en Java, c'est des constantes. Donc mes clés sont des constantes. Et euh, automatiquement, euh, en fait, de façon paresseuse, ma map va se mettre à jour. Si je regarde en termes de performance, on a deux trucs incroyables. Premièrement, ça, c'est le temps de calcul pour une constante sous forme de chaîne de caractères. Si j'utilise un supplier ou si j'utilise mon get or else, je vais avoir exactement les mêmes performances. C'est-à-dire que mon stable value, si jamais c'est une constante, si c'est un statique final, j'ai aucun coût à utiliser un stable value quand c'est statique final. Et c'est exactement la même chose pour les listes et pour les maps. D'accord? Aller chercher dans une liste qui est initialisée de façon lazy, c'est équivalent à accéder à une constante. Donc ici, mon stable value, il est vachement plus intéressant en termes de performance dans le cas où j'ai un statique final. D'accord? En, en résumé, donc on a parlé de l'initialisation paresseuse en Java. Java 25 fournit une nouvelle API qui s'appelle Stable Value en preview. D'accord. Utiliser un stable value, que ça soit en utilisant le point off ou en utilisant un supplier, c'est plus efficace qu'un synchronize. D'accord. C'est plus facile à utiliser que le double check locking. Si c'est déclaré juste final, si c'est juste un champ, d'accord, on aimerait bien que ça soit la même chose qu'un champ final, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Peut-être qu'on n'y sera jamais, mais pour l'instant, on espère pouvoir améliorer les performances pour être au moins meilleur que le double check locking. Il y a plusieurs idées pour ça. D'accord. Par contre, si c'est un statique final, alors là, oh magie, c'est équivalent à une constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que initialiser une constante ou initialiser une constante de façon lazy en utilisant les stable values, c'est équivalent en termes de performance. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Dans le futur, on a deux choses. Alors, je ne sais pas si vous connaissez JExtract, qui est un truc qui permet de prendre un point H en C et de le voir comme des objets Java et donc de discuter entre C et Java. Actuellement, le code qui est généré par JExtract, il a des problèmes de performance parce qu'il n'exécute pas les trucs de façon lazy. Donc, le but, un des buts d'introduire cette API-là, c'est aussi de permettre que le code généré par JExtract utilise les trucs de façon lazy et donc permettre de meilleures performances. On a un autre projet dans l'OpenJDK qui s'appelle Layden, où l'idée c'est de dire, au lieu de démarrer mon programme à chaque fois et de réinitialiser tous les trucs, ça serait peut-être intéressant d'avoir un cache ahead of time.
C'est-à-dire qu'en fait, je puisse faire une séance d'entraînement de mon programme et une fois qu'il a fini sa séance d'entraînement, il enregistre l'ensemble de toutes les valeurs directement suivant le bon format de ma machine. Et donc dans ce cas-là, on va pouvoir pré-initialiser les stable values directement on n'a plus besoin en fait de les initialiser. On peut calculer directement la valeur qu'on a dans le cas où on demande un cache ahead of time. D'accord? C'est les deux trucs principaux. Donc j'ai fini ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des, des questions particulières. Merci Rémi pour la présentation. Je vois que tu as deux questions dans l'onglet questions-réponses. Je sais pas si tu les vois. Ah, je vois pas l'onglet questions-réponses, moi. Ah, ça y est, je le vois. Super. Bah, tu peux prendre les questions si tu veux maintenant ou à l'écrit. Je le vois. Non, je les vois pas. Je peux te les lire. Ok. Et ensuite, tu me dis si tu y réponds en Ouais, live. ouais, bah lis-les, puis je vais répondre direct. Alors, première question. Pourquoi y a-t-il une redondance du if db point d'exclamation égale nul? Ah oui, donc dans le double check locking, pourquoi on a besoin de faire deux if? Techniquement, on n'a pas besoin de faire deux if. On a besoin d'en faire qu'un seul à l'intérieur du bloc synchronize, puisqu'on veut savoir si le truc est initialisé ou pas. D'accord? La raison pour laquelle on en met un au-dessus, c'est juste des questions de performance. On veut éviter de rentrer dans le bloc synchronize, parce que rentrer dans un bloc synchronize, ça coûte cher. En fait, et rentrer et sortir coûte cher. Les deux coûtent cher. Donc c'est pour éviter de rentrer dans le bloc synchronize si jamais on peut. Donc pour améliorer les perfs. Mais on ne peut faire ce truc-là que si jamais l'objet qu'on check, il est initialisé avec un champ volatile. Donc en fait, j'ai trouvé l'onglet Q, questions et réponses entre-temps, donc je peux répondre aussi à la deuxième question. Est-ce que l'initialisation fait juste un double check locking? Alors non, c'est plus compliqué. Peut-être que finalement on trouvera qu'il n'y a pas mieux que le double check locking et qu'on restera sur un double check locking. Actuellement, techniquement, ça dépend si le stable value il est initialisé dans un champ statique ou pas. Quand c'est initialisé dans un champ statique, alors il n'y a pas du tout de double check locking, c'est considéré comme une constante. Donc on est plus efficace. Par contre, ce truc-là, pour l'instant, ça a un impact qui fait qu'on est un peu moins performant que le double check looking, parce qu'on doit faire des checks un peu en plus pour savoir si c'est des constantes ou pas des constantes, et c'est ce qui fait que c'est un peu plus compliqué que le double check looking. Ce qu'on aimerait bien dans le futur, c'est même avoir quelque chose qui est un peu plus simple que le double check looking, si on y arrive. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont des idées, et la seule façon de savoir si ça marche ou si ça marche pas, bah, ça va être de tester ces choses-là, donc les implémenter, voir si ça marche. Voilà, sachant que on n'est pas complètement sûr de l'API non plus. Donc, est-ce qu'on ne peut pas trouver une meilleure API? C'est aussi dans les questions en suspens. Donc, c'est pour ça qu'on met ça en preview, parce qu'on veut que les gens utilisent et nous fassent des retours en nous indiquant voilà comment je l'utilise. Et entre autres, par exemple, si on l'utilise en statique final, on devrait toujours avoir les performances des constantes. Si jamais vous l'avez pas, c'est qu'il y a un bug en termes de performance. Voilà. Et est-ce que l'API, elle est sympa ou est-ce que l'API, elle est pas sympa? C'est le genre de choses qu'on veut avoir. Donc, c'est pour ça que ça reste en preview.